Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et de son bureau en République démocratique du Congo. 281 députés se sont prononcés pour une destitution perçue comme une victoire majeure pour le président Félix Tshisekedi. Une économie nationale qui se relève peu à peu en Afrique du Sud. L'Agence nationale des statistiques indique un rebond du PIB national de l'ordre de 66,1% au cours du troisième trimestre de l'année 2020. Et enfin, lancement du projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique au Niger. Un programme qui permettra de connecter plus de 2000 villages à Internet. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, c'est un nouveau tournant dans l'affaire dite des biens mal acquis opposant la Guinée équatoriale et la France. Une affaire dans laquelle est impliqué Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen. La Cour internationale de justice a rendu son verdict ce 11 décembre en se prononçant en faveur de Paris. La juridiction onusienne estime en effet, je cite, que l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris n'a jamais acquis le statut de mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en République française. Pour rappel, l'affaire remonte en 2012 quand la police française décide de mener une enquête sur cette résidence d'une valeur de 107 millions d'euros. Alors que Malabo clamait le caractère diplomatique de l'immeuble, Paris en revanche affirmait qu'il s'agissait de l'hôtel particulier de Théodorin Obiang. Le vice-président de la Guinée équatoriale avait d'ailleurs été condamné par la justice française en février dernier à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. En République démocratique du Congo, Jeannine Mabunda n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été destituée de ses fonctions avec son bureau ce jeudi 10 décembre, voté avec 281 voix pour. Cette destitution représente pour le président Félix Tshisekedi une importante victoire contre la majorité parlementaire fidèle à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est avec 281 voix pour et 200 contre que le bureau de l'Assemblée nationale, avec en tête Jeannine Mabunda, a été destitué ce jeudi 10 décembre. C'est à la suite d'une pétition initiée par le député Mouindo du Mouvement de libération pour le Congo que le bureau de la Chambre basse est tombé. Écoutez, comme ça a toujours été, même dans le temps, Jules César a fait son temps, Hitler a fait son temps. Donc tout est cyclique. Et il fallait bien qu'après 13 ans, qu'ils partent. Ils n'allaient quand même pas penser qu'ils vont rester éternellement. La destitution du bureau de l'Assemblée nationale suscite des interrogations sur la majorité détenue par le Front commun pour le Congo, clamant détenir plus de 335 députés et voir le bureau issu de cette majorité tomber. C'est l'inquiétude dans le camp de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, alors qu'en face on jubile. Pas parce qu'on s'était préparé pour qu'elle soit bâtie. Donc ça, ce n'est pas... D'ailleurs, ce n'est même pas honorable Jeannine Mabunda, mais nous, on a bâti les groupes de gens qui nous ont pris en otage, tout simplement. Donc on n'a pas voulu que les pays soient sous l'esclavage, on a voulu libérer les peuples. On a voulu qu'aujourd'hui, qu'on soit libre. Et voilà, nous venons de gagner la bataille. Donc les gens qui prennent les pays en otage, qui veulent que les pays ne marchent pas, c'est fini aujourd'hui. Les résultats du scrutin organisé ce jeudi à l'hémicycle confortent par ailleurs la vision du chef de l'État en quête d'une nouvelle majorité. La démarche dans les jours à venir serait d'obtenir la démission du Premier ministre Sylvestre Ilukamba, sinon exercer la pression par la Chambre basse pour une motion de censure qui conduirait à sa déchéance. Dans l'actualité également, la déclaration de patrimoine devient désormais obligatoire pour tous les agents de l'État togolais. Le projet de loi portant sur la déclaration des biens et avoirs a été adopté par le Parlement ce jeudi 10 décembre. La loi prévoit également une refonte des services du médiateur de la République, notamment au niveau de sa composition ou encore de son organisation. L'enjeu majeur de cette loi, lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite des hauts responsables de l'État. L'économie sud-africaine reprend son souffle. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques, le PIB national a connu un rebond de 66,1% au cours du troisième trimestre de l'année 2020. Des statistiques encourageantes, mais qui ne suffisent pas, admet l'agence. Stats SA affirme, je cite, que l'économie reste en retrait de 5,8% par rapport à fin 2019. Mildred Diamo.
L'Afrique du Sud connaît une croissance annuelle de 66,1% de son produit intérieur brut pour l'année 2020, selon les données gouvernementales. Cette performance indique une forte reprise économique en 2021, malgré l'impact du coronavirus sur son économie. Ces données indiquent par ailleurs que les secteurs des mines, de la fabrication, du commerce et de la construction ont fortement contribué à cette bonne performance. Le fort rebond de la croissance du produit intérieur brut confirme l'approche que nous avons adoptée à la fois pour faire face à la pandémie et pour protéger l'économie. Notre tâche est maintenant de veiller à ce que cette dynamique soit maintenue pour permettre une reprise complète de l'économie. Ainsi, cette croissance économique s'explique par l'augmentation d'environ 13,5% du produit intérieur brut local au troisième trimestre 2020. D'après les autorités, cette performance est en réponse à une croissance négative de 51% enregistrée au deuxième trimestre 2020. Si la nation arc-en-ciel veut maintenir alors cette trajectoire de la croissance, il est donc important qu'au-delà des effets conjoncturels liés au choc endogène et exogène des différents marchés, que l'Afrique du Sud puisse mettre en place une véritable politique permettant de renforcer la gouvernance économique et dans la rationalisation des ressources et de la distribution. L'urgence la plus importante, évidemment, c'est la lutte contre la corruption. Il faut renforcer un climat d'état de droit, de justice et de lutte contre la délinquance et l'impunité économique. La reprise de l'économie sud-africaine a été attribuée à l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 et au plan d'urgence mis en place pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie. Malgré ce rebond, l'économie sud-africaine est toujours en récession de 5,8% par rapport à la fin 2019 selon les autorités. La mise en service du pipeline Niger-Bénin se dessine. À cet effet, la Chambre africaine de l'énergie était au Niger du 23 au 27 novembre pour une visite de travail. Le pipeline, qui devrait être opérationnel d'ici janvier 2022, représente un enjeu majeur pour le Niger en termes de développement socio-économique. Plus de précisions dans ce sujet de Lorita Simbou. Le gouvernement du Niger s'est engagé dans la réalisation du pipeline Niger-Bénin afin d'accroître l'accès à l'électricité de sa population, majoritairement jeune de 16 à 80% d'ici 2035. Les zones rurales du Niger qui ont des niveaux d'accès à l'électricité inférieurs à 5% seront priorisées. Une agence pour la promotion de l'électrification rurale a récemment été créée dans le pays à cet effet. Le Niger s'est engagé dans une voie que nous soutenons avec ferveur pour augmenter considérablement l'accès à une électricité fiable et abordable pour sa jeune population. Dans un communiqué, la Chambre africaine de l'énergie a affirmé que la mise en service du pipeline Niger-Bénin, long de 1982 km, devrait permettre de faire passer la production actuelle de 20 000 barils par jour à 120 000 barils par jour à l'horizon 2024 et permettre au Niger de financer en partie sur fonds propres son plan d'électrification. L'aboutissement de cet oléoduc devrait avoir des retombées économiques considérables, essentiellement en termes de création d'emplois pour les jeunes et la fiscalité. Pour l'emploi des jeunes, son exploitation devrait générer des milliers d'emplois pour cette cohorte qui constitue près de 60% de la population et dont l'insertion sur le marché de travail demeure l'une des préoccupations les plus fondamentales pour les pouvoirs publics. Concernant la fiscalité, ces projets devraient rapporter environ 45% des recettes fiscales, soit quelques 400 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle sans doute pour un pays qui fait de la mobilisation des ressources internes sa priorité. Ces recettes fiscales, à titre de rappel, sont primordiales pour le développement durable. Les travaux du pipeline Niger-Bénin avaient officiellement été lancés le 17 septembre 2019 par le président Issoufou Mahamadou. Long de 1982 km, dont 1298 km en territoire nigérien et 684 km au Bénin, le pipeline international Niger-Bénin va permettre au Niger d'exporter son pétrole à l'international. Le délai de livraison de cette infrastructure est prévu pour la fin d'année 2022. Le Niger qui ambitionne parallèlement d'améliorer son taux d'accès à Internet en zone rurale. Le gouvernement compte en effet injecter 107 millions de dollars dans le cadre du projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique. Dirigé par l'Agence nationale pour la société de l'information, ce projet permettra notamment de connecter plus de 2000 villages à Internet. Mildred Diamou.
Le Niger va améliorer l'accès des populations à Internet. En effet, le gouvernement a lancé le 3 décembre 2020 un projet visant à connecter plus de 2000 villages aux services de téléphonie mobile et d'Internet à haut débit. Baptisé Village pour la croissance rurale et l'inclusion numérique, ce projet sera réalisé au cours des 6 prochaines années. Le gouvernement du Niger avait déjà prévu depuis 2003 dans la stratégie du développement rural du Niger que le secteur rural devrait constituer le principal moteur de la croissance économique du pays. Les lignes d'intervention prioritaires concernent également le renforcement des organisations rurales et leur accès à l'information et à la formation. Internet donc devra venir faciliter tous ces objectifs. C'est une opportunité idoine pour les jeunes entrepreneurs du Niger. Pour un coût de 107 millions de dollars, ce projet bénéficiera à plus d'1,4 million de personnes. À l'issue de ce projet, les villages cibles bénéficieront d'infrastructures numériques, de la modernisation des moyens de paiement des coopératives d'agriculteurs ainsi que la création de plateformes de données pour les éleveurs. Ville intelligent va permettre la réduction de la fracture numérique entre les villes et les villages, accorder les mêmes chances aux jeunes qui sont dans les villages que ceux qui sont dans des villes et réduire les risques de l'exode rural. Vous savez bien, beaucoup de jeunes quittent les villages pas parce qu'ils veulent quitter les villages, mais parce que les villages ne représentent pas assez d'opportunités pour eux. Les opportunités sont en ville. Si on construit les mêmes infrastructures qu'il y a déjà en ville, dans des villages, si un jeune peut rester dans son village, produire, vendre ou acheter ce qu'il veut avec ce qu'il a, il n'aura pas une autre raison pour quitter le village et aller souffrir dans les rues. Ça va permettre aux jeunes d'entreprendre sur place, d'entreprendre dans des villages où ils sont nés. Selon l'Agence nationale pour la société de l'information, une fois le projet achevé, il facilitera l'accès à Internet de plus de 85% de la population nigérienne. La Confédération africaine de football rend son verdict sur plusieurs cas de litige. Le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni en visioconférence le 6 décembre. Parmi les dossiers traités, la CAF s'est notamment penchée sur l'affaire opposant la Gambie et le Gabon. On fait le point avec José Touclas. D'abord, pour le match Pyramide FC contre Oroya AC, disputé le 20 novembre, dans le cadre de la 17e édition de la Coupe de la Confédération, un test antidopage positif pour Ibrahim Hassan Abdelatif de Pyramide FC. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le joueur pour une durée de 2 ans, dont 22 mois avec sursis. Le match Gambie-Gabon, 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. À leur arrivée en Gambie, les joueurs de l'équipe nationale gabonaise sont restés bloqués à l'aéroport pendant plus de 5 heures. La fédération gambienne n'a pas respecté les valeurs de loyauté, d'intégrité sportive et les règles de fair play concernant l'accueil de la délégation gabonaise. Que disait le sélectionneur gabonais justement? On a couché au sol. Le groupe fatigué, bien sûr, ils ont dormi 4 heures. Bien sûr que ça a de grosses incidences sur la prestation de l'équipe. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d'infliger à la fédération gambienne une amende de 100 000 USD, dont 50 000 avec sursis, à condition que la fédération gambienne ne soit pas reconnue coupable d'une infraction similaire au cours des 24 prochains mois. Autre réaction du sélectionneur. Donc c'est atteinte à la plus grande moralité d'un sportif ou d'un humain qui voyage d'un pays à l'autre et qui peut logiquement prendre son passeport et continuer sa route. Bénin, Lesotho, toujours pour les éliminatoires de la CAN au Cameroun. À la fin du match, les spectateurs béninois ont envahi la main courante. Ils ont débordé les officiers de police déployés à l'une des portes et sont entrés dans les zones 1 et 2. Les responsables de sécurité étaient obligés d'appeler des renforts pour les faire évacuer. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d'imposer une amende de 10 000 USD au Bénin pour défaillance sécuritaire lors de ce match. Ces décisions peuvent être attaquées devant le jury d'appel de la CAF. Celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de 3 jours à compter de la communication de la décision. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.